Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la Mémoire sur Radio Courtoisie. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Julien de Saint-Georges. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que c'est votre première participation à une émission de Radio Courtoisie. Vous êtes déjà venu Non, c'est la Non? première fois. Très bien. Eh ben, écoutez, bienvenue chez nous. Je vous présente tout de suite, même si je vais vous laisser quand même expliquer quel est votre rôle dans cette association. Vous êtes directeur général de l'association Suivez la Flèche et nous allons aujourd'hui parler d'une autre restauration qui est donc la reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis. Et je vais tout de suite vous poser une question parce qu'en préparant cette émission, j'ai été titillée par un petit détail. On l'appelle abusivement basilique, on devrait l'appeler cathédrale. J'ai eu l'impression que depuis 1966, c'était une cathédrale. Alors, je ne sais pas quelle est C'est la... en effet une cathédrale, Oui, absolument. Enfin, elle est avec la création du département de la Seine-Saint-Denis. euh, la- il a évidemment été nécessaire de créer un diocèse et donc un évêché de Saint-Denis, de Seine-Saint-Denis, pardon. Donc c'est évidemment une basilique cathédrale, comme on l'appelle également. d'accord. Donc, on peut continuer à l'appeler la basilique de Saint-Denis On sans l'appelle aussi, difficulté. elle est très connue C'est ça. comme basilique. euh, Elle est comme, restée comme ça dans l'histoire, mais c'est évidemment une cathédrale. C'est la basilique cathédrale de Saint-Denis. Alors, vous-même, vous êtes, on dit dionysien, c'est ça? On dit dionysien, Donc, absolument. vous êtes dionysien? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être dionysien? Parce qu'on dit toujours, il n'y a pas de vrais Parisiens, il n'y a pas de vrais franciliens, on est toujours de quelque part d'autre en France et on se retrouve pour souvent des raisons professionnelles en région parisienne. Donc, c'est quoi un dionysien? Un dionysien, c'est une très bonne question. Parce que je crois vraiment que ça signifie quelque chose. Peut-être que c'est peut-être pas le cas dans d'autres villes de la périphérie parisienne, mais disons qu'être dionysien, pour moi, ça a du sens. Ça signifie vraiment quelque chose de le dire, parce qu'il y a une identité très forte à Saint-Denis, à laquelle, et c'est d'ailleurs l'histoire de cette ville, des populations venues de tous les coins de la planète s'identifient aussi dans cette ville, participent de son identité et de cette identité très forte. Et donc, être dionysien, ça signifie vraiment quelque chose parce qu'on se sent appartenir à une ville qui a une histoire très profonde et aussi un dynamisme extraordinaire dans lequel je crois qu'on peut se reconnaître en tant qu'habitant. Et donc, oui, pour moi, être dionysien, ça signifie vraiment quelque chose. Alors, je vais peut-être également, avant que nous nous concentrions sur cette association Suivez la Flèche et sur l'histoire de cette basilique, vous poser une question relative au JO. On a beaucoup parlé avec, reconnaissons-le, parfois un peu d'inquiétude sur cette idée qui paraissait saugrenue d'implanter le village des athlètes dans un département dont on met plutôt en avant généralement l'insécurité, la toxicomanie, etc. Comment ça s'est passé? Quel bilan la ville et le département de Seine-Saint-Denis tirent de cette période Jeux olympiques? Je crois que le bilan est très positif. C'est un événement compliqué à organiser. C'était sans doute des choix pas simples auxquels d'ailleurs j'ai pu, dans mes précédentes fonctions, participer, hein, sur le choix du site pour le village des athlètes. Mais je crois que le bilan est très positif. Il n'y a pas eu d'incident. Moi, je n'avais pas de doute, hein, à ce sujet et par ailleurs les dispositifs de sécurisation des sites, olympiques, étaient absolument incroyables. Donc je voyais mal comment il pouvait se passer quelque chose, hormis peut-être évidemment quelque chose de dramatique comme un attentat, mais ça, je pense que les services de sécurité au plus haut niveau, national ont joué leur rôle, hein, de prévenir, ce type de risque. Mais si on parle d'agression, de risque de violence ou de délinquance à l'endroit des athlètes, j'avais aucune inquiétude à ce sujet et la preuve a été rapportée, hein. Il ne s'est rien passé de problématique. On n'a pas, je crois, de témoignages d'athlètes, ou même de spectateurs, ayant été, ennuyés pendant leur passage par la Seine-Saint-Denis. Alors, il y a eu une pré-cérémonie, peut-être moins médiatisée. Ah, elle a été très regardée, Elle a hein. été très Ah, elle a été regardée. très regardée. Ça a été un très, très beau succès, aussi en termes d'audience. C'est vrai que les moyens ont été mis là aussi par
le comité d'organisation des Jeux olympiques, par la ville de Saint-Denis, qui s'est très fortement mobilisée pendant de nombreux mois pour la réussite de cette pré-cérémonie. Symboliquement, c'était très fort, hein, que la cérémonie, elle a eu lieu principalement à Paris, ce qui était une originalité parce qu'elle aurait normalement dû avoir lieu dans le Stade de France, donc à Saint-Denis. Et j'ai trouvé très intéressant l'idée d'organiser une sorte de, tout en respectant un peu la tradition, d'organiser la cérémonie d'ouverture dans la ville qui accueille le Stade olympique, donc à Saint-Denis. Et en l'occurrence, c'était même devant la basilique de Saint-Denis. C'était un moment très très fort auquel je suis très heureux d'avoir pu assister. Et les reconversions, puisque c'était aussi l'un des grands sujets et l'un des grands points d'interrogation relatifs à ces JO de Paris 2024, la reconversion des sites, quel est l'avenir pour la Seine-Saint-Denis de ce village olympique et des différents lieux? Alors bon, le Stade de France, il a vocation à demeurer avec la vocation qu'on lui connaît, mais les autres lieux? Bah, le village olympique, c'était le projet au départ, hein, dont je rappelle qu'il s'inscrivait dans un projet de construction de logements neufs avant même que les Jeux soient attribués à Paris, hein, pour les Jeux 2024. Et donc, ce sont des logements qui ont servi pour héberger les athlètes pendant les Jeux, mais qui retrouvent maintenant leur vocation naturelle, c'est-à-dire que ces logements ont été commercialisés. Je ne suis pas très bien placé pour vous dire où en est la situation de la commercialisation de ces logements. En tout cas, la création de ce nouveau quartier est aujourd'hui une réalité. Si on parle également des bâtiments qui ont été construits pour héberger le comité d'organisation des Jeux, bah, la reconversion, elle est connue maintenant, on le sait. Il va accueillir l'administration du département de la Seine-Saint-Denis dans un petit peu moins d'1 an, je crois. Donc, oui, ces jeux ont été assez exemplaires en termes j'allais dire, de préparation de l'héritage. Alors, certains évoquent la possibilité ou le risque, je ne sais pas quel est le terme à employer, que les incendies de Los Angeles empêchent la tenue des Jeux en 2028 et qu'il y ait un lieu tout trouvé. On est prêt à les accueillir à nouveau dans 4 ans. D'accord. Donc attention, Juliane Saint-Georges, le 21 janvier 2025 à 10h08. Très bien, écoutez, on s'en souviendra. Et je ne sais pas si je dois vous dire chiche, mais en tout cas, la question évidemment se pose avec beaucoup de tristesse pour Los Angeles et beaucoup de tristesse pour Évidemment. ce qui arrive dans cette ville et pour cette population. Donc je rappelle, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que j'ai le plaisir de recevoir Juliane Saint-Georges, qui est directeur général de l'association Suivez la Flèche. Et nous allons maintenant nous lancer dans cette odyssée du patrimoine, comme le dit la plaquette que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer pour me présenter ce très beau projet, qui n'est plus un projet, c'est une réalisation qui est en route. Et nous allons en parler. Je suis contente de le faire aujourd'hui, 21 janvier. D'ailleurs, nous ne sommes pas loin, à quelques minutes près, de l'anniversaire de la mort de Louis XVI, parce que, bien, tout le monde le sait, mais peut-être que certains auditeurs le découvrent, la basilique de Saint-Denis est le lieu des tombeaux des rois de France. Et les restes, d'ailleurs, de Louis XVI et de son épouse y ont été rapportés lorsque cela a été possible, c'est-à-dire lors de la Restauration, dès 1815, par le propre frère de Louis XVI, par Louis XVIII. Alors, cher Julien de Saint-Georges, pouvons-nous peut-être présenter cette basilique, son histoire, ce joyau qui, c'est peut-être tout de même important que vous, Dionysiens, le rappeliez aux auditeurs de Radio Courtoisie, est vraiment perçu par les habitants de cette ville comme étant un monument important. Ça n'est pas une verrue désagréable d'un passé qu'on cherche à gommer. C'est vraiment le joyau de la ville. Évidemment. Ah, c'est très loin d'être Enfin, vous dites une. évidemment, je ne sais pas si Oh, pour tout le monde ça paraît une évidence. Donc moi, non, je mais trouve que c'est quand on est important que dionysien, vous le disiez. comme je le disais tout à l'heure, quand on est dionysien, on s'identifie à beaucoup de choses dans cette ville. La
création contemporaine, que ce soit le hip-hop, le rap, évidemment, choses pour lesquelles aussi Saint-Denis est très connu, mais c'est évidemment aussi à la basilique. On ne peut pas la manquer. À Saint-Denis, tout converge vers la basilique. La ville a été construite autour de ce monument. Il en est évidemment l'emblème. Ouais. Alors et donc une basilique actuellement, qui est, toujours contre, l'ancienne abbaye, Mmh. mais avec, 2 vocations totalement différentes puisque l'abbaye est devenue la maison d'éducation de la Légion d'honneur et la basilique a conservé, son, non pas sa, enfin si, sa destination première puisqu'avant d'être le tombeau des rois de France, enfin la nécropole des rois de C'est France, une c'était église. une église. C'est une église. Bien sûr, C'est ça. c'est une église qui a accueilli, je dirais, dès sa création et encore une fois, si on veut remonter un peu l'histoire, je ne suis pas forcément le meilleur historien de la basilique, mais enfin, il y a ici une église, depuis au moins le 5e siècle. Ça aurait été une volonté, 1re, maîtresse d'ouvrage, si j'ose dire, sainte Geneviève, qui avait commandé qu'on édifie une église sur le lieu de sépulture présumée, de Denis, et de ses 2 acolytes, Ruster pardon et Lothaire et Rustique, pardon. Heu, donc il y a c'est une église dans laquelle on va trouver bien sûr, un certain nombre de reliques et donc c'est un haut lieu de pèlerinage, mais c'est aussi une église, j'allais dire, dans le sens aussi assez ordinaire où on y accueille le peuple, au sens où c'est pour ça que c'est aussi une cathédrale au départ. C'est-à-dire que, quand on lit, les textes de l'abbé Sugère, sur le fonctionnement, de cette abbatiale, de cette église, il dit qu'elle est, tout le temps rempli, à tel point c'est pour justifier peut-être les agrandissements qu'il a fait, au XIIe siècle. C'est-à-dire quand il décrit la basilique de Saint-Denis en termes de fréquentation, on a l'impression de lire quelqu'un qui nous parle de la fréquentation de la ligne 13 pour venir à Saint-Denis. C'est-à-dire qu'on ne rit on quasi, il parle de femmes qui s'évanouissent, tellement on n'a pas de place dans cette église et qu'il faut l'agrandir et c'est vrai que ça, ce sont ces agrandissements qui aujourd'hui font un peu l'identité de cette basilique parce que les agrandissements faits par l'abbé Sugère, c'est, ce qu'on appelle le massif de façade, qui est, l'invention du style gothique et qui a donné sa forme à toutes les grandes cathédrales, par la suite. C'est-à-dire cette façade, sommée de 2 tours centrées autour d'une rose avec 3 portails, sculptés. C'est le modèle de toutes les cathédrales et c'est inventé à Saint-Denis. Et l'autre agrandissement complètement de l'autre côté, sur la partie orientale, c'est le chevet qui est là presque le manifeste du style gothique avec, pour la première fois, on fait rentrer la lumière dans une église en trouvant avec la croisée d'ogives le moyen d'ouvrir des grandes fenêtres et voilà, tout ça est, bien sûr, par ailleurs, au service de sa théologie de la lumière. On oublie aussi que Sugère, grand maître d'ouvrage et administrateur, de l'abbaye de Saint-Denis, est aussi un grand théologien. Mmh. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'histoire des bâtisseurs de cathédrales, c'est que, au-delà de tout, ce que l'on peut y mettre de presque de romantisme, même si le mot est chronologiquement complètement, décalé, mais je trouve que ce qui est formidable dans cette histoire des cathédrales, c'est que derrière tout ça, il y a une volonté. Il y a une volonté d'homme, de faire quelque chose, de construire quelque chose, au service, d'une théologie évidemment, ou au service du peuple que l'on veut accueillir, ou au service du beau et ça montre quand même que ce qui guide toujours l'homme, c'est la volonté et on rejoint, votre, projet, dont Mmh. le mot n'est plus le bon puisqu'on est passé à l'étape supérieure du projet, à la réalisation, mais voilà, l'homme a toujours une capacité en soi, à vouloir quelque chose et quand il le veut, bah, il peut déplacer des montagnes, il peut construire des cathédrales, il peut rebâtir une flèche et ça, c'est la permanence de l'histoire humaine. En tout cas, c'est ce qui m'anime aussi et qui anime tous ceux qui sont autour enfin, comme vous l'avez dit, c'est plus un projet, autour de la reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis, c'est d'œuvrer à quelque chose de plus grand que soi. Et je crois que là, il y a quelque chose d'assez universel, quelques, j'allais dire, projections symboliques qu'on fasse sur, la reconstruction de la flèche, qu'on y projette, sa foi, qu'on y projette son amour du patrimoine, son intérêt pour l'histoire.
pour les métiers d'art, je dirais que la flèche de Saint-Denis, elle est assez riche avec ses 8 faces pour accueillir une pluralité d'interprétations. Mais dans tous les cas, ce qui fait converger sans doute ces projections, c'est quelque chose qui est plus grand et plus haut que soi. Et ça, c'est Ouais. quelque chose qui nous anime, tous dans ce projet, dans cette reconstruction de la flèche, à Saint-Denis. Ah oui, bien sûr, oui. Bah, déjà, physiquement, il y a une verticalité et cette, verticalité, ben, elle élève, que ce soit, l'âme, comme vous disiez pour certains, ou que ce soit, tout simplement, l'intérêt, le génie, l'art, voilà, il y a un phénomène d'élévation, de Mais je motivation, vous dirais, vous l'avez peut-être remarqué dans on a fait une campagne de communication autour, vous savez qu'on a lancé, une démarche avec la Fondation du patrimoine, de collecte de fonds auprès de particuliers qui peuvent parrainer, des pierres de la Flèche. La signature de cette campagne de communication, significativement, c'est pas une image de la Flèche. Ce sont des images de personnes qui regardent vers le ciel. Et donc, on a voulu figurer, de cette manière, parce que la flèche n'avait pas encore reconstruite, hein, on commence tout juste, mais c'est de voir dans le regard des personnes qui lèvent les yeux le véritable symbole de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire aussi que quand et tout est dans le nom de notre association, suivez la flèche, quand on suit la flèche des yeux, on lève les yeux vers le ciel et on redresse la tête. Et pour Saint-Denis, je crois que c'est là aussi un symbole très fort de retrouver cette fierté, de la faire partager à tous les habitants, que chacun se sente fier d'être de Saint-Denis. Je crois que c'est quelque chose que l'on contribue aussi à faire avec un projet comme celui-là. Beaucoup d'habitants me le disent. Euh, Certains m'ont dit, pour le- c'était des musulmanes, des femmes voilées, sur le parvis de la basilique, qui sont les premières fans de ce qui était alors seulement un projet, et qui me disaient: «C'est formidable ce que vous faites. Enfin, on s'intéresse à nous». Vous imaginez ce que ça signifie, la profondeur de ce que cette femme m'a dit? «Enfin, on s'intéresse à nous». La manière de s'identifier au monument pour une femme issue de l'immigration, voilée, musulmane, et qui est en admiration devant ce projet et devant l'idée que, ce projet signifie que l'on s'intéresse à elle, à nous, à ce collectif dans lequel quand je vous disais tout à l'heure qu'être dionysien, ça signifie vraiment quelque chose, vous imaginez, enfin on s'intéresse à nous. Mmh. Et alors, comment est-ce que les dionysiens s'intéressent justement à la cathédrale? Parce que dans votre, présentation, de cette odyssée du patrimoine, vous expliquez bien que, il y a à la fois, les habitants et les touristes et que ce projet doit unir, et donner la possibilité et aux habitants et aux touristes de se trouver, motivés, hein, par cette reconstruction de la flèche. Vous avez, il y a beaucoup de visiteurs, la basilique est très fréquentée? Insuffisamment. Je crois que c'est seulement le 10e monument le plus visité en Île-de-France, avec 150 000 visiteurs. C'est un peu plus, hein, quand on considère que tout le monde ne visite pas la nécropole, qui, gérée par le Centre des monuments nationaux, heu, nécessite de payer un droit d'entrée. C'est ça. Mais c'est à peu près 300 000 personnes qui rentrent dans, la basilique chaque année. Heu, com Si on prend en compte l'importance patrimoniale, historique de ce monument, son intérêt architectural, c'est très inférieur à ce que devrait être la fréquentation de ce monument. Et d'ailleurs, significativement, elle a été plus importante dans le passé. On a quelques, ces dernières années, le Covid, a fait beaucoup de tort à la fréquentation, de ce monument, mais comme d'autres. Bien entendu aussi, les circonstances tragiques, de 2015, ont malheureusement, découragé peut-être, certains visiteurs de venir à Saint-Denis, se faisant, de ce territoire une image très loin de sa réalité. Et voilà, Oui, oui, je on pense. retrouve progressivement les chiffres d'avant 2015, et d'avant Covid. Mais notre objectif est avec notre partenaire, hein, du Centre des monuments nationaux, d'au moins multiplier par 2
la fréquentation de la basilique et de dépasser largement les 300 000 visiteurs par an. Oui, je pense qu'il y a inévitablement avec, le la voiture qui est devenue impossible en région parisienne, la crainte du transport en commun et donc la crainte de prendre le métro pour aller à Saint-Denis qui, doit contribuer, à la baisse des fréquentations. En fait, il faudrait presque, des petites navettes, comme, on fait pour la fondation Louis Vuitton, qui partent de l'avenue, je ne sais plus de laquelle, de l'Étoile et qui emmènent, là-bas. Il faudrait peut-être des petites navettes qui partent Mmh. de, je sais pas, la porte de, la Moi, Chapelle et je crois surtout qu'il faut et on y travaille, qu'on ait un bon partenariat c'est avec ça. la RATP pour Mmh, communiquer bien sûr. sur, d'abord sur le fait qu'avec la ligne 13, je vous le confirme et j'ai pris la ligne 13 pour venir, de Saint-Denis, ce matin et c'est encore la ligne 13 que j'emprunterai tout à l'heure. On arrive à destination. Alors en journée, c'est assez confortable. C'est évident que passer, 18 heures, ça devient plus compliqué, mais Oui, ça, bien c'est un sûr. problème qu'on connaît bien. Voilà, mais tant mieux si on arrivait à peut-être, avec un travail avec la RATP, à avoir une meilleure communication et peut-être, on ne sait jamais, une meilleure, desserte, enfin un peu plus de confort pour les voyageurs Oui, avec oui, bien sûr. davantage de rames sur la ligne 13. Oui, puis Donc ça, maintenant c'est dit. avec, la merveilleuse révolution billettique qui nous permet, de voyager, pas pour rien mais presque, ça va non, mais il faut inciter, mais quand je dis: «Il faut inciter», nos auditeurs à y aller, je m'inclus parce que ça fait, des années que je ne suis pas allée à Saint-Denis, alors que, voilà, je rêve de revisiter cette Ah basilique, bah, de revoir venez, cette je me ferai un nécropole. plaisir de vous faire visiter le Ouais, monument ouais. et le chantier de la Flèche. Bien sûr. Alors justement, on va parler de ce chantier maintenant. Terminons avec, la basilique. Donc je rappelle tout de même, ma petite, touche historique, que, dans cette nécropole, il y a, je crois, à peu près 42, rois de France qui, y sont, enterrés, qui y ont été enterrés puisque les profanations de 1793 ont quand même réduit à, de la poussière, la quasi-totalité des corps qui étaient là. Et que paradoxalement, nous l'avons rappelé avec Philippe Mansel, le biographe de Louis XVIII, paradoxalement, le seul roi qui soit enterré à Saint-Denis avec tout son corps, c'est Louis XVIII, qui pourtant est le seul roi qui n'ait pas été sacré. Ce qui est quand même une ironie un peu de l'histoire. Et le dernier roi de France, Charles X, est resté en Absolument. Slovénie. Donc, il n'est pas la basilique. Et un trésor, il y a comme le trésor de Notre-Dame, il y a aussi le trésor de la basilique Saint-Denis avec, Absolument. quelques objets, exceptionnels, hein. Et puis historiquement très important. C'est ça. C'est avec, les régalias contenus dans le trésor de Saint-Denis que l'on procédait au sacre, et au couronnement des rois de France à Reims. On venait chercher les régalias dans le trésor de Saint-Denis, parmi lesquels l'épée glorieuse de Charlemagne, les éperons, et d'autres, hein. Il y en avait une dizaine, je crois, de mémoire, qui, étaient les objets sacrés conservés, dans l'abbaye de Saint-Denis et voilà, qui étaient ou je pense aussi par exemple à l'oriflamme, hein, l'oriflamme de Saint-Denis, était conservé dans son trésor et aujourd'hui il a disparu. On sait, par quelques représentations, anciennes à quoi il ressemblait, mais c'est aussi un emblème important. Mmh. Alors, nous allons écouter un petit extrait de Couperin, pour, rappeler les fastes justement de cette, basilique et ensuite nous allons nous lancer dans cette grande aventure du chantier de la Flèche de Saint-Denis.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, aujourd'hui au Mardi de la Mémoire, j'ai le plaisir de recevoir Julien de Saint-Georges, qui est directeur général de l'association Suivez la Flèche. Et nous allons avec lui nous lancer dans l'aventure de cette reconstruction. Finalement, vous êtes quand même assez chanceux parce que des projets de reconstruction, il y en a eu qui n'ont jamais abouti. Je pense aux Tuileries, je pense au château de Saint-Cloud. Et alors, c'est peut-être une envergure d'un point de vue des dimensions en tout cas qui est moindre, mais j'imagine que de la réalisation, c'est pas rien. Et donc, nous n'avons pas donné de date. La construction de la basilique, telle qu'on la connaît à peu près maintenant, c'est le XIIe siècle. C'est avant celle de Paris. Saint-Denis, c'est avant. Mais en 1837, il se passe donc un événement climatique qui endommage la tour d'abord la flèche, puis la tour de la basilique. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé donc Alors là, effectivement, le 9 juin 1837, si je me souviens bien, la flèche de la basilique de Saint-Denis est frappée par la foudre. Ce n'était évidemment pas la première fois. Et cette fois, il semble que ce soit un petit peu plus grave puisque l'on commence à voir des pierres qui tombent. Et en réalité, le fait que la flèche soit manifestement fragilisée par ce coup de foudre est probablement le symptôme de désordre plus structurel dans le monument, en tout cas au moins dans la tour, qui amène donc à prendre une décision évidemment d'urgence, qui est de réparer et d'étayer puis de réparer la flèche de la basilique, une décision qui est prise par François Debré, qui est l'architecte qui avait été nommé par Napoléon Ier dès 1813 et qui était en charge de qui a été le premier grand laboratoire de la restauration monumentale en France à cette époque, et qui va reconstruire la flèche, en tout cas le tiers supérieur, et puis 2 des 3 clochetons qui avaient été abîmés. Ça dure quelques mois. En 1838, les travaux sont déjà terminés. On a d'ailleurs un vitrail dans la basilique de Saint-Denis qui rappelle le souvenir de ces premiers travaux faits par François Debré en 1837, qui avait été visité par Louis-Philippe. Et la... François Debré n'a sans doute pas perçu ce que j'évoquais en termes de désordre plus structurel dans l'édifice, puisqu'il a simplement, en quelque sorte, remplacé les pierres abîmées, les pierres trop fragiles ou trop légères pour certaines, par des pierres bien solides, mais il n'a pas travaillé sur la consolidation de cette tour et de cette flèche. Il n'a pas travaillé sur les maçonneries intérieures. Et c'est donc peut-être pas si surprenant que dans les années qui ont suivi, et notamment entre 1842 et 1843, on a de premières fortes tempêtes qui soufflent sur la région et donc aussi sur Saint-Denis. Et on commence à voir des lézardes se dessiner dans la flèche, dans la tour. Et en 1945, à nouveau, un très fort coup de vent a fait à nouveau tomber des pierres. Et là, c'est encore plus grave, puisque c'est une trompe qui s'affaisse et donc qui emporte avec elle le clocheton. Et là, il y a beaucoup de pierres qui tombent. Donc là, à nouveau, intervention d'urgence de François Debré, qui va murer les baies de la tour pour essayer d'empêcher l'effondrement complet. Donc il sécurise, il étaye à nouveau la flèche. Il va être accusé de tous les maux, François Debré. On va lui reproché d'avoir mal travaillé. Il y a toute une polémique qui est orchestrée par Prosper Mérimée, Viollet-le-Duc, pour pousser François Debré vers la sortie, puisqu'il était déjà un homme âgé. Oui, parce mais qu'il a traversé les régimes. S'il a été nommé par Napoléon, il a donc... Et son œuvre à Saint-Denis est extraordinairement importante. Oui. C'est pourquoi moi je suis toujours un grand défenseur de François Debré, parce qu'il a vraiment
très injustement été critiqué. Alors, il a sans doute commis quelques erreurs. Il a fait aussi des choses formidablement importantes pour la basilique et d'une certaine manière, c'est lui qui l'a sauvée. Il faut savoir que quand il hérite de la basilique, François Debré, la basilique, c'est une ruine ou quasi. Grand sauveur de la basilique de Saint-Denis, c'est François Debré. En tout cas, il finit par démissionner suite à la polémique. Imaginez, il venait de reconstruire la flèche et quelques années après, il faut pratiquement recommencer. Et Espérons que la même chose ne va pas se produire à Notre-Dame de bah, Paris. on a pris, ouais, on peut imaginer qu'un certain nombre de précautions ont été prises. Donc, Viollet-le-Duc lui succède et va faire un diagnostic très sévère, peut-être trop sévère, de l'état du monument, considérant qu'il faut non seulement démonter la flèche, mais aussi démonter la tour nord. Il considère que c'est tout le massif occidental qui est fragile, et il a raison. Viollet-le-Duc, c'est le premier architecte qui est aussi un peu un archéologue et qui va procéder à des sondages archéologiques, qui va vraiment s'intéresser à l'état des maçonneries intérieures, des fondations de la basilique, et qui considère que le monument est si fragile qu'en réalité, il faut non seulement démonter la tour nord aussi, mais également le clocher sud, et démolir tout le massif occidental de la baie Sugère, parce qu'il a un projet pour Saint-Denis. Il veut refaire entièrement le massif de façade avec 2 tours et 2 flèches symétriques. Donc il est même prêt à imaginer une flèche sur le clocher sud qui n'a jamais existé. Et ce projet est fortement critiqué à l'époque et ne reçoit pas l'approbation de Napoléon III, qui va lui proposer plutôt de travailler d'abord sur son caveau à côté des Bourbons, ce que Viollet-le-Duc va faire. Mais d'une certaine façon, Viollet-le-Duc laisse le chantier de Saint-Denis en suspens. Il a le projet de reconstruire la flèche, mais le chantier donc ne se fait pas. Il est interrompu et aujourd'hui, c'est le chantier qu'on est en train de reprendre. Mmh. Alors, ce qui veut donc dire, pour, les auditeurs, qui, n'auraient pas, la basilique de Saint-Denis ni sous les yeux, ni dans les yeux, ce qui veut dire que cette, basilique avait été construite avec, 2 tours de toute façon, dissymétriques. L'une qui possédait une flèche, donc ça Mmh. c'est la tour nord, et l'autre qui possédait un petit clocheton, C'est ça, d'accord. exactement. C'est Et donc, exactement ça. c'était pareil, j'ai pas toutes les cathédrales en tête, mais c'était plus habituel que la flèche soit sur la tour, ou bien que la flèche soit au chevet, comme c'est le cas de Notre-Dame de Paris? Il y avait pas de règle? C'est une disposition très classique, hein, Ah oui, d'avoir le clocher sur le massif de façade. C'est très, très classique, hein. d'accord. On a pu à une époque le trouver, c'est beaucoup le cas en Italie, hein, sous la forme d'un campanile à côté de l'église. Oui, Et puis à déporté. mesure que les progrès dans l'architecture ont permis d'élever les églises, on a aussi commencé à mettre le clocher sur le massif de façade. Donc là, c'est tout à fait ordinaire. Mais d'une certaine façon, c'est aussi un peu une invention de Saint-Denis. C'est-à-dire que ce type de disposition, on va le trouver dans de très nombreuses églises. Je rappelle que Notre-Dame a 2 tours et devait avoir des flèches. Elle ne les a pas eues pour plein de raisons économiques et doctrinales, mais c'est une disposition architecturale assez classique qui est inventée à Saint-Denis. Mmh. Alors là, en tout cas, c'est une flèche de pierre? C'est une flèche en pierre. D'accord, parce que c'est pas le cas. Comme le sont la plupart des flèches au XIIe siècle, hein. Au XIIe, au XIIIe et après, hein. Strasbourg, c'est aussi en pierre. Mmh. Et donc là, votre projet qui s'intitule, encore une fois, ce projet en cours de réalisation maintenant, eh bien, c'est donc et la flèche et la tour, hein, Absolument. puisque la basilique actuellement se présente tronquée, à gauche, ce qui est son nord. On l'appelle à Saint-Denis la cathédrale borgne. Ah oui, c'est ça, elle est totalement, en tout cas, elle est manchotte, si elle n'est pas borgne. Mais alors, comment avez-vous pu réussir à obtenir l'accord pour une telle réalisation? Parce que j'imagine que des bâtons dans les roues, vous avez dû en trouver, des opposants aussi, qui ont dû vous dire que on pouvait peut-être mettre l'argent ailleurs, que finalement c'était comme ça depuis longtemps et que ce serait comme ça pour Mmh. toujours. Enfin, eh ben non, vous avez réussi. Votre association
l'association date de 2016. Vous en êtes, vous, directeur général depuis 2021. Et au printemps, là, 2025, s'ouvre le chantier public qui nous permettra à chacun d'entre nous de venir voir cette réalisation. Et dès aujourd'hui, les auditeurs de Radio Courtoisie qui le souhaiteraient peuvent parrainer cette œuvre, cette réalisation en devenant, entre guillemets, parrain ou propriétaire d'une pierre. Absolument. Ça, c'est un dispositif un peu Une innovant sorte de qu'on a mis en souscription place. nationale, en Oui, fait. et je dirais, d'une certaine façon, parrainer un élément d'un chantier de restauration, c'est pas forcément très original, on l'a vu. La Fondation du patrimoine le fait très bien. Je pense qu'il y a la restauration de la première salle de basket à Paris qui fait l'objet aussi de travaux de restauration. Il a été proposé par la Fondation du patrimoine que les particuliers puissent parrainer une lame de plancher de ce parquet. Donc, c'est pas en soi très original. Là où on a voulu faire vraiment un pas de plus par rapport à des initiatives comparables dans le passé, c'est en proposant aux parrains et aux marraines de s'impliquer très fortement dans le projet à travers une forme d'appropriation, j'allais dire presque complète de la pierre qu'ils parrainent. D'une certaine façon, vous avez d'abord le jumeau numérique et j'invite vos auditeurs à aller sur le site de suivezlaflèche.com pour regarder ce qu'on appelle l'expérience immersive et visiter un peu ce modèle 3D de la flèche, choisir une pierre et donc vous avez ce jumeau numérique, il est à vous. On a vraiment un certificat d'authenticité numérique qui est fourni avec la pierre parrainée, mais surtout ça va être un véhicule en quelque sorte pour avoir de l'information sur le chantier, sur votre pierre. C'est-à-dire que vous allez savoir avec un système de notification quand la pierre est extraite de carrière, quand elle arrive en atelier, quand elle arrive sur site, entre les mains du tailleur de pierre, quand elle sera maçonnée et donc posée dans l'édifice. On va faire des reportages photographiques, vidéos sur chacune des pierres taillées. Et donc, vous allez avoir les photos de votre pierre en quelque sorte. Vous pouvez même avoir vos initiales gravées sur une des faces non visibles de la pierre, mais avoir vos initiales gravées, je ne sais pas pour l'éternité, en tout cas pour un temps long dans cet ouvrage exceptionnel. Donc oui, ça c'est assez intéressant parce qu'on a utilisé ce modèle 3D qui était nécessaire, parce qu'à certains égards, on utilise beaucoup de techniques traditionnelles sur ce chantier, on pourra y revenir, avec le travail particulier des tailleurs de pierre, mais on a aussi utilisé beaucoup de techniques très contemporaines. Aujourd'hui, les tailleurs de pierre, les appareilleurs travaillent avec la technologie numérique et la réalisation de ce double numérique de la flèche était de toute façon nécessaire au chantier et à son suivi. Et donc, on a réalisé ça avec la société Art Graphique et Patrimoine, c'est une entreprise de Saint-Denis d'ailleurs, avec un rayonnement international, mais qui a réalisé ce jumeau numérique avec bien entendu nos architectes, les architectes, l'agence de BDM, Jacques Moulin, Christophe Bottineau, Thomas Clouet, qui ont travaillé à ce jumeau numérique. Eh bien, on s'est dit qu'on pouvait, puisqu'il est nécessaire au chantier, eh bien, utilisons-le aussi pour des dispositifs de médiation dans la fabrique de la flèche, dont on va peut-être reparler. Ça permet de faire des films d'animation autour de la flèche, mais aussi pour une démarche de mécénat un peu innovante. On a voulu capitaliser en quelque sorte sur cet investissement dans le modèle 3D pour avoir des jumeaux numériques, support de cette appropriation par les particuliers. Il y en a 15 228. Aujourd'hui, on en a un petit peu plus de 400 qui ont été parrainés. Voilà, le chantier commence. On a la première pierre qui sera posée le 14 mars prochain. Donc, c'est un début. Alors, un tel chantier, évidemment, s'accompagne d'un architecte, vous venez de le dire, de personnes qui travaillent à la communication, et puis donc tout simplement d'artisans. J'imagine que pour votre ville et pour votre région, c'est en plus la possibilité de valoriser
tout un monde de l'artisanat, voire de le faire connaître et de travailler en partenariat avec des associations, des lycées professionnels. Enfin, comment avez-vous recruté, comment faites-vous venir ces tailleurs de pierre qui vont œuvrer à l'édification de la Tour Nord et de la Flèche? Alors, les tailleurs de pierre qui ont déjà commencé à travailler sur le site sont des tailleurs de pierre qui travaillent pour les entreprises avec lesquelles nous avons passé des marchés publics, D'accord. euh, à Chevalier, SNBR, l'atelier des sculpteurs, qui sont pour ce qui concerne les lots de maçonnerie et de taille de pierre, les entreprises qui ont été sélectionnées, c'est à elles qu'il appartient de Recruter, oui. recruter. Toutefois, nous avons dans nos contrats avec ces entreprises posé un certain nombre de conditions en termes d'insertion professionnelle et d'apprentissage. Donc, ils sont obligés, ils le font d'ailleurs très volontiers, d'employer des apprentis sur ce chantier. Et d'ailleurs, là, on a déjà des apprentis au travail sur ce chantier. Donc, l'entreprise répond à ses obligations et on est très heureux de pouvoir contribuer aussi de cette manière-là. C'est pour ça qu'on a posé ces obligations dans les contrats, de valoriser ces métiers d'art. Et parce que ces entreprises, elles en ont besoin. Et d'une certaine manière, si les entreprises ont besoin d'apprentis, c'est parce que nos monuments, nos cathédrales ont besoin d'être restaurés, d'être conservés. Il y a donc besoin d'avoir des tailleurs de pierre. Je rappelle qu'il y a certains pays en Europe où il n'y a plus de tailleurs de pierre. Il n'y en a quasiment plus en Italie. Je crois qu'ils sont 5 en Suède. En France, on a su préserver cette tradition de la taille de pierre avec une formation exceptionnelle qui est dispensée aujourd'hui avec les entreprises dans le cadre de l'apprentissage. On a préservé ça. Et c'est un héritage et une chance extraordinaire qu'on a en France d'avoir cette tradition de la taille de pierre. Et il faut absolument la maintenir parce que nos monuments en ont besoin. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette tour et dans cette flèche sous la pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cloches, il y a du Ah, bois, il y a des... alors euh, on est effectivement sur une flèche en pierre dans laquelle il y a un petit peu de bois, notamment par exemple ne serait-ce que pour les abassons qu'on va trouver dans les baies de la tour nord. On va trouver un peu de métal dans certains attachements. Alors les cloches, un vrai beau sujet. On va pas pouvoir les poser tout de suite. J'espère qu'on pourra le faire. Il faut qu'on trouve des financements. Très concrètement, ça donnera peut-être lieu à une nouvelle souscription. En tous les cas, on peut tout à fait reconstruire la tour et la flèche et mettre les cloches en cours de chantier ou même après. Ça ne pose pas de difficulté de reconstruire donc le beffroi en bois et les cloches fondues. C'est un projet évidemment qui nous tient vraiment à cœur. Pour l'instant, il n'est pas dans le programme de travaux. C'est une option dans l'autorisation de travaux qui nous a été donnée par la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC d'Île-de-France. Voilà, on a cette option autour de la réintégration des cloches. Voilà. On va déjà commencer à lancer bien les travaux, accueillir le public dans la fabrique de la Flèche, et peut-être que dans quelques années, on pourra, peut-être dans 2 ans, travailler un peu le sujet des cloches. Mhm. Et alors, cette fabrique de la flèche, donc on va pouvoir, toujours cette ligne 13, la prendre, débarquer sur le parvis de la basilique, puisqu'elle nous fait sortir quasiment face à la basilique, et se diriger vers ce chantier, cette fabrique de la flèche qui va nous proposer de voir quoi? Alors, dans la fabrique de la Flèche, bon, d'abord, il est important de rappeler qu'on est partenaire du Centre des monuments nationaux, c'est-à-dire qu'on va proposer au public un parcours unique. Les visiteurs de la basilique qui viendront visiter le nouveau parcours de médiation du Centre des monuments nationaux, il est en cours de conception et il sera prêt dans quelques mois. C'est un renouvellement important puisque le précédent parcours de médiation datait de 1998, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est une refonte significative du parcours de médiation du Centre des monuments nationaux. Et dans le prolongement de cette visite de la nécropole royale et de la collection exceptionnelle des sculptures funéraires, on pourra visiter le chantier de la Flèche. On pourra passer devant les tailleurs de pierre des entreprises que j'ai citées tout à l'heure, et ensuite rentrer dans un bâtiment d'accueil. Alors, tout d'abord, on a le village des artisans, parce que
J'ai dit tout à l'heure qu'on passe devant les tailleurs de pierre des entreprises qui reconstruisent la flèche, mais les tailleurs de pierre travaillent. Et donc, quand vous pouvez, si vous êtes 3 ou 4 personnes, vous passez devant l'atelier, vous pouvez éventuellement peut-être les déranger, leur poser quelques questions, ils répondront très volontiers. Mais quand vous commencez à avoir 150, 200 personnes, ils ne peuvent plus travailler. Donc, nous avons à cœur de transmettre ces savoir-faire, la connaissance au public sur la taille de pierre, sur la taille de pierre autrefois, la taille de pierre aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons aussi nos propres tailleurs de pierre de l'association Suivez la Flèche, qui sont actifs déjà depuis quelques années sur le terrain pour des ateliers d'initiation et de médiation autour de la taille de pierre. Je pense aussi à nos forgerons, hein, on a également des forgerons taillandiers qui travaillent sur les outils des tailleurs de pierre. Eh bien, le public pourra rencontrer nos artisans en posture de démonstration, de médiation, d'explication au public de ce qui se passe dans la loge des tailleurs de pierre des entreprises. C'est-à-dire, pour nous, c'était très important que le public voit, c'est un vrai sujet d'authenticité, les tailleurs de pierre travailler et sur les vraies pierres de la vraie flèche qui est en cours de reconstruction. Nos tailleurs de pierre qui travailleront non pas sur des pierres factices, hein, mais bien sur des vraies pierres. On a quelques pierres qui vont être soustraites aux entreprises pour être travaillées par nos tailleurs de pierre, pourront l'expliquer et on faire même des ateliers d'initiation dans le cadre de ce petit village des artisans. Et la visite se poursuit avec une immersion un peu numérique, puisqu'on va proposer un parcours avec des films d'animation qui racontent l'histoire de la flèche, ce que c'est qu'une flèche, quel défi architectural ça a pu représenter, pourquoi elle a été démontée au 19e siècle et comment on l'a reconstruit aujourd'hui. Donc tout ce parcours un peu didactique, pédagogique sera proposé au public. On aura aussi un espace de réalité virtuelle. On pourra jouer et être un tailleur de pierre au Moyen Âge ou être un maître d'œuvre qui construit la flèche. On aura également un film un peu poétique et spectaculaire projeté sur les 4 murs de ce qu'on appelle le cube immersif, qui va aussi raconter de manière plus sensible cette histoire de la reconstruction de la flèche. Et puis, bon, naturellement, on a un bâtiment d'accueil lui-même avec une boutique, une vitrine lapidaire, puisque les anciennes pierres de la flèche, alors on ne pourra pas toutes les montrer au public, mais on en présentera les plus significatives dans une vitrine à l'entrée du bâtiment. Oui, parce qu'il y avait une partie, musée lapidaire, j'ai le souvenir, dans la basilique de Saint-Denis quand on l'a visité, donc on voyait déjà, des anciennes pierres, Tout non? à fait. Hein, Le je sujet d'un musée lapidaire à Saint-Denis est un serpent de mer. C'est un ouais. sujet que connaît la DRAC depuis très très longtemps, pour lesquels il y a pu y avoir des projets. Je sais qu'il y a aujourd'hui des réflexions de la DRAC sur la question d'un musée, que ce soit un musée de l'œuvre ou un musée, ou en tout cas un espace de, de- de- de présentation au public de ces anciennes pierres. Nous, voilà, on en présentera quelques-unes qu'on va emprunter à l'État, parce elles appartiennent à l'État, pour une partie d'entre elles. Et voilà, donc on a cette dimension du lapidaire à Saint-Denis, c'est un sujet, surtout que là, on a procéder à des fouilles archéologiques dans le cadre des travaux de consolidation du monument, parce qu'avant de reconstruire la flèche, on Bien sûr. consolide le monument. Là, les travaux sont terminés depuis le mois de septembre. Il y a eu une fouille archéologique qui a été prescrite et qui a donné lieu à des découvertes formidablement importantes sur le plan architectural, historique, mais aussi parce qu'on a sur le plan lapidaire beaucoup de pierres, y compris même des pierres de la flèche, qui ont été retrouvées dans le cadre de ces fouilles. Donc voilà, donc le sujet du lapidaire, c'est encore un défi pour les années à venir pour la DRAC et pour l'unité archéologique de Saint-Denis aussi, bien entendu, qui détient une certaine partie d'entre elles. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'aujourd'hui, nous parlons avec Julien de Saint-Georges, qui est directeur général de l'association Suivez la Flèche, qui vient nous présenter ce vaste chantier qui a commencé de reconstruction de la tour nord et de la flèche de la basilique de Saint-Denis, flèche que de mémoire d'homme personne n'a vue, puisque 1850, depuis au moins 1850, il n'y a plus de traces de quoi que ce soit. Ah bah depuis 1847, Hein, hein, c'est ça, depuis 1847, à tel point même que Viollet-le-Duc a vendu une partie des pierres, hein. Donc il y en a quelques-unes qu'on a retrouvées, parfois
au hasard de certaines fouilles qui ont pu être faites dans la ville. Il y en a eu beaucoup dans les années 90 et 2000. Les pierres de la Flèche, voilà, on en a quelques centaines, mais on est loin du compte, hein, donc elles ont pour Et la il y a eu plupart du disparu. réemploi ou? Oui, bien sûr, il y a eu Oui, beaucoup de réemplois. ça. Elles ont été vendues par Viollet-le-Duc pour être réemployées. Mmh. Oui, comme aux Tuileries ou Exactement. même certaines propriétés, notamment celles des Pozzo di Borgo en Corse, ont été construites avec des pierres des Tuileries. Et puis il y a quelques pierres, qui sont dans une propriété dans la Sarthe, chez le duc de Lorge, à Juigné. Donc on achetait des pierres en termes de mémoire, comme de nos jours, on peut acheter des pierres, et là non pas en termes de mémoire, mais en termes de projet d'avenir, Mmh. puisque, vous venez de nous l'expliquer, on peut parrainer, être parrain d'une pierre, de construction de cette flèche de la basilique de Saint-Denis. Alors, ce chantier, c'est un chantier à échelle temps, que vous envisagez à peu près comment? On a prévu de terminer les travaux et de poser le coq sur le sommet de la Flèche aux Journées européennes du patrimoine 2029. Ce sera peut-être 2030. D'une certaine façon, on n'est pas pressé. Bien sûr. C'est pas tout à fait comme quand on construit une école qui doit absolument être terminée quand on a la rentrée qui arrive. Heu, voilà, on y va sur un rythme, d'une certaine façon qui va être aussi un peu guidé par le succès public, de la Fabrique de la Flèche. Il est évident que si on dépassait les 400 000 visiteurs, la dernière année, peut-être qu'on prolongerait un tout petit peu le plaisir, pour nous-mêmes et pour le public. Voilà, donc mais a priori, c'est 5 ans de travaux. Voilà, ce sera peut-être 6 ans et puis après, peut-être, il y aura les cloches et ce sera encore un autre chantier. Alors il y a tout un domaine, qui est lié à la construction, qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le domaine des échafaudages. Donc j'imagine que, ça va être échafaudé, Ah beh, c'est déjà c'est échafaudé, déjà échafaudé? Ah c'est oui. déjà échafaudé. Donc il y a une partie tout de même du chantier, en hauteur qui sera visible, à la visite? Comment? Non, on Non, ne pourra pas monter dans les c'est échafaudages. bâché, Oui, bah, d'accord. bâcher non, mais on aura des échafaudages autour de la tour en cours de construction naturellement. C'est strictement nécessaire. Donc on ne pourra pas monter dans les parties hautes, Mmh. a priori. D'accord, mais peut-être que dans votre, cube immersif ou dans votre, Alors par contre, l'idée qu'on a eue, c'est fabrique de présenter des images au public de ce qui se passe en en hauteur, voilà, hauteur, c'est ça. en filmant le chantier. On a Très bien, déjà commencé bien à poser sûr. les caméras sur l'échafaudage, pour retransmettre en Ouais. direct sur des écrans dans la Fabrique de la Flèche, mais aussi sur notre site internet, en direct, certaines images, voilà, du chantier en cours. Ah oui, ça voilà, c'est formidable, ça c'est Bah, on a voulu l'utilisation, compenser d'une certaine bien façon le sûr. fait qu'on ne puisse pas monter dans les échafaudages, dans les parties hautes pour voir le chantier, j'allais dire au plus près. Les technologies, d'aujourd'hui le permettent d'une certaine façon par la médiation de caméras et d'images, Mmh. sur des écrans, on peut voir en direct ou quasi direct les images du chantier. Alors je fais une courte parenthèse, sur, Notre-Dame parce qu'il se trouve que je n'étais jamais allée voir ce spectacle immersif, La Éternelle Notre-Dame, et j'y suis allée samedi dernier. Alors j'ai trouvé ça extraordinaire, d'un point de vue, de la technique, et enfin c'est impressionnant. Là pour le coup on monte, je ne sais pas si vous l'avez vu, Julien de Oui, oui, Saint-Georges? je l'ai vu. Oui, c'est incroyable, hein, C'est impressionnant, très c'est très impressionnant. impressionnant. Oui, c'est difficile, je pense, à expliquer aux auditeurs qui ne l'ont pas vu. Il faut y aller pour, se Mmh. rendre compte, mais voilà, c'est une plongée et dans le temps et dans l'espace, que j'ai trouvé incroyable. Et puis au mois de février, les auditeurs, entendront la diffusion d'un de mes préenregistrements. J'ai reçu Laurence Bost, qui est peintre et qui était le peintre ou la peintre, officielle du chantier de Notre-Dame de Paris. Et elle Mmh. publie, chez Gallimard un ouvrage qui s'appelle Gardien du geste. C'est un beau mot, qui colle tout à fait, j'imagine, à votre projet. Et ce sont les 40 tableaux qu'elle a faits des artisans du chantier de Notre-Dame de Mmh. Paris. Et ces toiles sont actuellement, je le dis parce que c'est que jusqu'au 2 mars, elles sont actuellement exposées, au musée de la Légion d'honneur. C'est un petit clin d'œil au Mmh. général Georgelin qui a été grand chancelier de la Légion d'honneur. Et donc ces toiles sont abritées actuellement par le musée de la Légion d'honneur en face du musée d'Orsay. Bon, je trouve qu'elle a du talent, et en plus
plus, elle met à l'honneur ces artisans qui, grâce à ce savoir-faire français, européen ou mondial, mais en tout cas ce savoir-faire actuellement montré en France par ces chantiers, ont perpétué des gestes millénaires. Absolument. Donc, Oui, qui font eux-mêmes partie du patrimoine. c'est ça, exactement. Donc, d'abord, c'est très beau de les voir travailler, et puis le résultat est formidable. Donc, alors, est-ce que vous avez, Julien de Saint-Georges, dans les quelques minutes qui nous restent, d'autres dates à nous donner? Quand pensez-vous que ce musée, ce parcours sera ouvert au public Alors, on travaille à l'ouvrir le plus rapidement possible. Les travaux sont en cours depuis le mois de juillet. Ils devraient se terminer dans le courant de l'été prochain. On souhaite ouvrir courant septembre, peut-être pas tout début septembre. Il faut peut-être aussi qu'on ait D'accord, le temps de s'installer dans ce nouvel bien équipement, sûr. peut-être même de tester un peu avec nos dispositifs avec quelques écoles pour commencer avant d'ouvrir grand nos portes. Mais voilà, courant du mois de septembre, on ouvrira la fabrique de la Flèche. D'accord, donc de toute façon, en 2025, un nouveau parcours à l'intérieur de la basilique Mm. et un parcours qui débouchera sur ce chantier. Et en attendant, est-ce que vous pouvez redonner aux auditeurs votre site, comment s'informer Alors, sur pour Internet? s'informer, vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux où nous sommes assez actifs, que ce soit sur Facebook ou sur X, sur Instagram, et sur notre site internet, suivezlaflèche.com, et vous trouverez là toutes les informations sur le projet. D'accord. Alors, vous avez souhaité, Julien de Saint-Georges, rendre hommage aux personnes de Saint-Denis de façon contemporaine, mais la technique me fait signe que nous n'avons plus de temps. Ah, c'est Donc, dommage, parce que j'aurais voulu qu'on je suis confuse, finir mais avec Grand Corps Malade parce qu'il fait aussi partie de notre patrimoine à bien Saint-Denis. sûr, eh bien, C'est les auditeurs l'écouteront. Vous vouliez passer Saint-Denis de Grand Corps Malade, qui est un hommage à votre ville. absolument. Merci beaucoup, Julien de Merci à Saint-Georges. vous. Chers auditeurs des Mardis de la Mémoire et de Radio Courtoisie, à mardi prochain.